Pas mal excitant de voir ça. Euh, je vais juste effacer ça. Alors, aujourd'hui, on va parler des adultes outillés égale les enfants en santé. Ça, c'est le titre de ce midi-conférence ici. Si on passe à la prochaine acétate, je vais vous parler des objectifs que j'aimerais ressortir ici. Et voilà. OK. D'abord, je veux que vous repartez avec l'idée, puis convaincu que le personnel éducateur peut promouvoir le développement sain des jeunes enfants, non seulement dans leur milieu, dans le milieu du service de garde ou du service à l'enfance, mais aussi d'accompagner les familles dans le même sens. Puis si on va à le deuxième objectif, c'est de mobiliser les connaissances qui portent sur les stratégies efficaces d'outiller le personnel éducateur à promouvoir la santé mentale auprès de tous les parents utilisateurs des services à l'enfance. Traditionnellement, dans le milieu, on accompagne le milieu communautaire, je veux dire, pour être précise, on accompagne les familles qui ont des besoins identifiés ou des enfants à besoins particuliers, mais c'est plus rare, plus difficile d'accompagner tous les parents. Puis c'est de ça que j'aimerais vous convaincre aujourd'hui que c'est possible d'accompagner tous les parents utilisateurs, toujours les parents utilisateurs des services à l'enfance. Si on passe à la prochaine, j'aimerais vous parler, vous donner un petit peu de contexte à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout découle d'une initiative. Jenny, si tu peux peser plusieurs fois pour que tous les trucs ressortent. Voilà. Comme ça, c'est moins fatigant. Une dernière fois. Et voilà. C'est une initiative lancée par l'Agence de santé publique du Canada en 2019. C'est depuis 2019 que la FCO reçoit des fonds pour faire différents projets. Ce programme-là, Programme Petite Enfance en santé, est coordonné par la Société Santé en français à l'échelle nationale. Il y a 22 projets, organismes qui sont financés à travers le Canada. C'est vraiment le fun. Les objectifs de ce programme-là, c'est promouvoir la santé mentale et le bien-être des jeunes âgés de 0 à 6 ans, puis d'améliorer l'accès à des services de santé et de mieux-être en petite enfance. Bien aussi, puis ça c'est intéressant, d'encourager la prise en charge des communautés francophones de leur santé, de leur mieux-être et de leurs services de santé. Puis comment ils ont fait ça? Le programme, si tu veux retourner en arrière, un petit peu vite, Jenny, perfecto. Le programme Petite enfance en santé a demandé aux différents organismes, dont la FCO et ses partenaires, d'arriver avec ce qu'on parle, on pense à la création d'un plan de services communautaires pour la petite enfance en santé de l'Ontario. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, en 2019, ils ont fait un premier sondage auprès des familles franco-ontariennes de jeunes enfants 0 à 6 ans. Et voici ce qu'ils ont trouvé pour la prochaine acétate. Quelques faits saillants, c'était intéressant. Ils ont réussi à rejoindre, tout un coup, c'est tout une, l'atteinte d'un beau objectif, 1500 parents francophones ontariens à travers de la province de l'Ontario. Puis ces familles-là, ce sont des parents d'enfants âgés entre 0 à 6 ans. Puis ces parents-là nous ont dit souhaiter recevoir plus d'informations en français sur la santé mentale et le développement sain de leurs enfants. Ça, c'est 2 tiers d'entre eux. Et 2 tiers d'entre eux souhaitent connaître les ressources et les services existants en français qui traitent justement du bien-être et de la santé mentale en petite enfance. Alors, qu'est-ce que la FCO a fait avec ça? Puis aujourd'hui, on va parler de la FCO, mais il y a d'autres partenaires ici en Ontario, dont Nexus, qui vont présenter ce qu'ils ont fait avec les fonds du programme de Petite enfance en santé. La vision de la FCO, c'était c'était d'initier des projets d'adultes dont la vision est l'atteinte de l'objectif. Les adultes qui accompagnent les jeunes enfants francophones sont outillés pour promouvoir les saines habitudes de vie qui favorisent leur mieux-être, le mieux-être des enfants. Puis par adulte, on entend 2 personnes, les personnes clés qui entourent l'enfant en bas âge de 0 à 6 ans, puis si on va à la prochaine acétate,
Ça correspond à nos 2 objectifs, dont le premier, il faut développer les compétences du personnel éducateur à promouvoir la santé mentale des enfants auprès de ces familles-là, puis de sorte que on peut, en bout de ligne, développer les compétences des familles à promouvoir le bien-être actuel et futur de leurs enfants. Alors ça, c'est les 2 objectifs, la vision et les 2 objectifs de la FESIO dans je vais vous dire, plusieurs différents projets. Par projet, je vais vous spécifier ce que j'entends, c'est que c'est la mise en œuvre d'un programme de formation et d'accompagnement du personnel éducateur, mais c'est aussi l'évaluation de ces programmes de formation et d'accompagnement du personnel éducateur, puis de voir les retombées auprès du personnel puis des parents en bout de ligne. OK. Si on va à la prochaine, la stratégie qui était adoptée par la FCO, c'était d'agir d'abord sur le personnel éducateur. Il y avait 3 objectifs dans cette stratégie-là. D'abord, les conscientiser à leur propre santé mentale, puis l'impact de leurs actions qu'ils font sur le bien-être des enfants, d'accompagner le personnel éducateur à mettre en place des stratégies qui promouvoient le bien-être et la santé mentale des enfants, puis finalement accompagner le personnel à accompagner les familles à adopter des stratégies promouvant le bien-être et la santé mentale des enfants. Ce que vous voyez entre parenthèses, ce sont des exemples de projets de formation/évaluation de différentes initiatives mises de l'avant par la FCO pour rencontrer chacun de ces objectifs ou sous-objectifs-là. Alors, le TTUB, c'est Tire-toi une bûche ou Cultivons l'avenir, qui en partie ou complètement avait comme objectif ce projet-là ou ces projets-là de conscientiser le personnel éducateur de leur propre santé mentale. C'est Amusons-nous à l'extérieur, c'est une des stratégies qui a été démontrée efficace non seulement dans la formation offerte par la FCO, mais aussi dans la littérature, comme une stratégie qui est très efficace pour promouvoir le bien-être et la santé mentale des enfants. Puis le petit cerveau deviendra grand, qui est une stratégie qui a été utilisée ou un projet utilisé pour l'atteinte de l'objectif d'accompagner les familles à adopter des stratégies promouvant le bien-être et la santé mentale de leurs enfants. OK? Alors, en premier, on agit sur le personnel, ensuite, on agit sur les familles. Alors, dans une deuxième étape, les membres du personnel éducateur animent des activités qui portent sur la promotion ou promouvoient la santé mentale en petite enfance auprès des familles qui utilisent leurs services. Okay? Donc, on rejoint une population plus large. Okay? Pourquoi l'approche apprentissage par le jeu? Puis là, j'aimerais vous inviter, pourquoi qu'on a adopté ça, cette approche-là, dans les projets de la FCO, en vue de promouvoir la santé mentale et le bien-être des jeunes enfants? Pourquoi l'apprentissage par le jeu? Ici, on parle d'apprentissage par le jeu chez l'adulte. Donc, on connaît bien Chez les l'adulte. bienfaits de l'apprentissage par le jeu chez l'enfant, mais maintenant, dans un cadre où on veut augmenter les compétences et les connaissances des adultes, en quoi ce serait un bon moyen, un bon outil? Selon moi aussi, ça peut permettre aussi l'accessibilité de l'apprentissage, l'accessibilité, la facilité de l'apprentissage. C'est pourquoi l'apprentissage par le jeu. OK. L'accessibilité, oui. Il y a une main levée ici, Geneviève? Mais si je regarde dans la promotion de la santé mentale, mais c'est pas forcé quand c'est apprentissage par le jeu, tu ressens pas que tu es en train de faire du travail ou de faire de l'apprentissage. Donc, je pense que c'est en ayant du plaisir, justement, ça promouvoit la santé mentale aussi. Ouais. Une dernière réflexion? Oui, Louise. On dirait la joie parce que c'est pas notre Louise Legault. Non, 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 non. Bonjour Louise, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben oui.
Oui, moi, j'ai participé à un jeu de la TCO Petit cerveau deviendra grand. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer. Puis, en après ça, je l'ai fait comme grand-mère avec ma fille pour leur enfant. Puis, vraiment, c'est ça, c'est de s'amuser, c'est de vivre la même chose. Donc, quand on fait quelque chose, on comprend mieux en le faisant. Donc, j'ai vécu l'expérience. Puis, vraiment, si vous m'auriez donné le livre, j'aurais peut-être moins compris je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais il fallait construire quelque chose. Donc, c'était vraiment main sur main, fait que c'était vraiment intéressant. Fait que oui, on apprend mieux en le faisant. OK. Ben, c'est des très bons commentaires, des très belles réflexions. Alors, si on va à la CETAT, l'apprentissage par le jeu, bien d'abord, ça correspond à l'approche pédagogique adoptée dans le secteur de la petite enfance. Donc, c'est pas quelque chose que vous connaissez pas en petite enfance. Mais ce qui est intéressant, c'est que la recherche, surtout la recherche en santé, OK, auprès des dentistes, des médecins, des infirmières, etc., conclut à des effets du jeu sérieux. Effets, on parle d'impact aussi, et du jeu de simulation sur les apprenants adultes au niveau de leur motivation. C'est motivant. On apprend mieux, on retient mieux ce qu'on a appris, puis on a des habiletés accrues à collaborer. Alors, c'est tous des avantages par rapport à une présentation formelle du type que quelqu'un comme moi qui bavasse pendant 1 heure de temps en avant, puis tu ressors de là, puis tu as le cerveau fatigué, mais tu n'as rien vraiment retenu ou tu as retenu très peu de choses. Alors, ce sont les avantages de l'apprentissage par le jeu, puis ça a été démontré. La recherche ou la revue de littérature en 2019 a démontré une carence dans des jeux sérieux ou des jeux de simulation auprès d'une population en petite enfance. Il en existe beaucoup en santé, mais il en existe presque pas en petite enfance. Et il en existe encore moins en français en petite enfance. D'où le besoin de développer quelque chose ici. Donc, si on va à la prochaine étape, c'est ce qu'on a fait. On a fait, vous vous souvenez, il y avait 2 objectifs. Hein? Un, c'est d'accroître les compétences du personnel éducateur et le deuxième, accroître les compétences des parents. Donc, les activités en lien avec l'objectif d'accroître les compétences du personnel éducateur, c'était effectivement des jeux sérieux, des séances de jeux sérieux offertes au personnel éducateur. Puis je vous en donne quelques exemples. C'est pas exhaustif du tout, puis il y en a toujours en développement. Des projets, souvenez-vous, c'est des formations, des séances de jeu et des capes, souvent suivies d'une cape. Des exemples, c'est Tire-toi une bûche, on n'est pas sorti du bois, Petit cerveau deviendra grand, les capes bien-être. Et il y a une deuxième série d'activités qui consistent en la création de contenus liés à la santé mentale en petite enfance, qui sont publiés sur différents médias sociaux. Vous avez peut-être déjà entendu ou vous avez déjà consulté peut-être en ligne les petites jasettes pédagogiques, la série Être, pardon, puis les mots qui font grandir, Facebook, YouTube, TikTok, différents médias sociaux qui ont été utilisés pour justement mobiliser les connaissances, promouvoir la santé mentale en petite enfance à travers les médias sociaux. Nous, on va Ajouter s'attarder. que vas-y. Vas-y. Ouais, je voulais dire que dans le webinaire d'aujourd'hui, ça fait partie du même projet, donc financé sous la SSF, la création de contenu pour rejoindre les familles, leur apporter des bonnes pratiques. Par contre, aujourd'hui, on le survole parce qu'il y a un autre webinaire qu'on vous invite cet hiver, l'hiver prochain 2024, à venir voir, qui va se concentrer davantage sur comment les médias sociaux sont un bon véhicule pour rejoindre nos familles qui sont souvent pressées des discussions, donc des moyens rapides et efficaces de les rejoindre. Voilà. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 projets. Tire-toi une bûche, puis Petit cerveau deviendra grand. Parce qu'on ne peut pas aborder, on a une limite de temps, puis d'attention. Donc, on va aborder ces 2 projets-là aujourd'hui. Voilà. Prochaine. On a fait aussi des activités en lien pour accroître les compétences et connaissances des parents. Puis c'est à travers un accompagnement par le personnel éducateur dans ce qu'on appelle Petit cerveau deviendra grand. C'est un accompagnement qui porte sur à la fois qui est accompagné, le personnel facilitateur accompagne le personnel éducateur, mais le personnel éducateur, par la suite, est appelé à accompagner les parents. Donc, on parle de la séquence de 2, la première étape et la deuxième étape dans un même projet qui s'appelle Petit cerveau deviendra grand. Et la facilitation par le personnel éducateur auprès des parents se fait au moyen d'une séance de jeu de table de Brain Architecture Game auprès des familles qui fréquentent leur service. Petite
parenthèse, The Brain Architecture Game, c'est un jeu de table qui a été prouvé, démontré, efficace à augmenter la compréhension du rôle des expériences vécues en petite enfance sur le développement du cerveau et en particulier des facteurs protecteurs, du rôle des facteurs protecteurs et du rôle des facteurs de risque dans le développement sain de l'enfant, le développement du cerveau. Parce qu'on sait que toutes les expériences dans le cerveau, ça crée des petites connexions. Puis il y en a là-dedans des petites connexions qu'on veut éviter dans la mesure du possible. Mais la vie étant ce qu'elle est, on a toujours des facteurs de risque présents. Voilà. Alors, si on passe à la prochaine à cette étape, puis là, comme tantôt je vous ai mentionné, j'aimerais regarder plus en particulier la formation et les effets de cette formation-là qu'on appelle, ou de l'accompagnement Tire-toi une bûche, sur les compétences du personnel éducateur. Si on va à la prochaine, l'objectif de Tire-toi une bûche, du jeu Tire-toi une bûche, parce que c'est un jeu de table, c'est de permettre au personnel éducateur d'aborder des sujets sensibles, comme la santé mentale en petite enfance et des enjeux sur le quotidien du personnel éducateur. Puis parce que c'est difficile de parler d'un jeu comme ça dans les airs, la FCO a fait une belle petite promotion du jeu que Jenny va nous montrer. Ça va vous donner un très rapide aperçu de ce que c'est le jeu de table Tire-toi une bûche. Ça s'en vient. Ça prend toujours quelques minutes d'organisation pour ça, mais ça vaut la peine. C'est super bien fait. Tire-toi une bûche. Entrez dans l'univers de la petite enfance. C'est un jeu innovateur. Des personnages, une histoire, des objectifs, des défis, des relations, des stratégies. Et surtout du plaisir à être ensemble et à jouer. Alors, tire-toi une bûche et plonge avec nous dans l'univers de la petite enfance pour renforcer les liens au sein de ton équipe et parler ensemble de bien-être. OK. Donc, c'est intéressant, ce petit jeu-là. Et il a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les gens qui l'ont joué. Mais c'est quoi ce jeu-là, pour commencer? OK, là, vous avez vu un très, très bref aperçu. D'abord, c'est destiné au personnel éducateur, pas aux gestionnaires qui travaillent à l'intérieur d'une même équipe. C'est une occasion pour eux d'explorer en équipe différents moyens d'atteindre des objectifs ou de solutionner des problèmes sans réelles conséquences. Ça veut dire qu'on essaye différentes choses. On discute, mais on ne le fait pas sur le plancher même. On en discute comme ça à l'intérieur d'un jeu. C'est une joute d'une heure suivie d'une communauté d'apprentissage professionnel. Ça dure 1h30 à 2 heures maximum. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un, en l'occurrence souvent du personnel facilitateur, qui anime le jeu de table, puis la cape qui le suit. Parce que c'est important d'avoir une réflexion par la suite des apprentissages, des choses, des solutions, de ce qu'on retire de jouer à ce jeu-là. Ce jeu-là a été mis en œuvre. C'est un pilote d'octobre 2021 à mars 2022. Le pilote a été a consisté en 12 séances de jeu, 12 joutes, 54 personnes, en moyenne 4,5 personnes qui participent par joute. Je vais vous dire qu'on peut jouer entre 4 à 6 personnes. Je pense que quand ça devient trop de personnes, ben, il y en a qui participent moins. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est les gens
l'équipe de facilitation. Puis par la suite, puis là, encore une fois, je fais des parenthèses aujourd'hui, je vais en faire une peste. La beauté à la FCO, c'est que souvent on fait des pilotes, puis après ça, on lance sur le terrain. Donc, avec les pilotes, ça sert à fignoler, à rendre les choses un petit peu plus claires, à ranger où ça accroche, à se péter les bretelles, puis dire on a fait une bonne job pour telle patente, avant qu'on aille sur le terrain, l'essayer et puis le rendre disponible à une population plus large du secteur de la petite enfance. Alors, d'avril 2022 à mars 2023, il y a eu 7 séances de jeu. 76 personnes ont participé, en moyenne 11 par joute. Des fois, ça allait arriver que c'était des parties en parallèle, une table à côté d'une autre table qui faisait ces joutes, ces parties-là. Mais c'est quoi les plus grandes réussites du jeu? Bien, ça sert de prétexte pour parler des réalités vécues au travail, des stresseurs vécus au travail, dans un espace sécuritaire pour discuter justement de sujets sensibles. Ça provoque l'échange d'idées et de réflexions sur la santé mentale positive et les saines habitudes de vie du personnel éducateur. Ils se penchent sur eux-mêmes. Ils parlent aussi puis réfléchissent sur les stratégies qui peuvent soutenir leur propre santé mentale positive et leur propre bien-être. Puis évidemment, ça renforce, comme le jeu avait l'intention, la cohésion et l'esprit d'équipe en raison de la nature collaborative du jeu. Donc, si je retire, là, ça a atteint les objectifs d'accroître les compétences et les connaissances du personnel éducateur, de les rendre conscients de leur propre santé mentale et de l'impact de cette santé mentale-là sur le bien-être des enfants. Je fais une autre parenthèse. Il y a beaucoup de ces jeux-là qui ont pris place en plein cœur de la pandémie. C'était un moment où on avait vraiment de besoin. Il a fait sa job. Le jeu a fait sa job. Voilà. Alors, si je vais pour la prochaine. Alors, il y avait deux objectifs. Le premier, accroître les compétences du personnel éducateur et le deuxième objectif de l'ensemble des projets de la FCO dans le cadre de l'enveloppe Petite enfance en santé, c'était d'accroître les compétences des familles. Puis à ce moment-là, on a utilisé l'approche, l'accompagnement, petit cerveau deviendra grand. C'est quoi ça? Petit cerveau deviendra grand. Il a comme objectif justement de déclencher des discussions sur le développement socio-émotionnel et la santé positive des enfants. Encore une fois, dans un endroit sécuritaire à travers du jeu. Je demandais à Jenny de nous montrer la petite pub à cet égard-là. Puis encore une fois, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que ça a l'air, ce jeu-là. Et le jeu, je vous rappelle, c'est The Brain Architecture Game. Pardon, Jenny, vas-y. Est-ce qu'on voit le vidéo présentement? Non, je Non, pense ok. qu'il faut que tu partages l'écran. J'arrête puis je recommence. Faut que tu fasses la même gymnastique que tantôt. Voilà. Venez jouer au Petit cerveau deviendra grand. Cette expérience ludique vous aidera à comprendre les effets des expériences de la petite enfance sur le développement socio-émotionnel et sur la santé mentale. En utilisant le jeu du cerveau comme déclencheur, vous pourriez entamer des conversations riches et créer des liens avec les familles de manière naturelle et ludique. Après tout, c'est en jouant qu'on apprend. Donc, Petit cerveau deviendra grand, c'est la formation ou plutôt l'accompagnement du personnel éducateur, mais c'est aussi l'accompagnement par le personnel éducateur des familles. C'est ça que c'est. D'abord, on veut encourager l'émergence de leaders. Par leader, on entend du personnel éducateur, puis des parents qui promouvoient la santé mentale positive et les saines habitudes de vie des jeunes enfants. Le point le plus important, c'est que c'est vraiment un moyen pour déclencher naturellement des conversations avec les familles
entourant tout ce qui est le développement socio-émotionnel des enfants à travers du jeu de table de Brain Architecture. Et en bout de ligne, ce qu'on veut vraiment atteindre comme objectif, c'est d'accroître les connaissances et les compétences des familles à favoriser le développement socio-émotif de leurs enfants. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a mis en œuvre un pilote de janvier à mars 2023 dans des centres On y va. Il y a eu 9 membres du personnel éducateur formés qui ont offert 8 séances de jeu à 26 personnes et ces personnes-là consistaient en 11 parents puis 15 collègues. Puis là, je prends encore une parenthèse parce que c'est Madame Parenthèse aujourd'hui, c'est le chapeau que j'assume aujourd'hui. C'est important de former le personnel éducateur et de les rendre conscients de leur propre importance, de l'importance de leur propre santé mentale, mais des choses qu'elles peuvent faire, ces personnes-là, pour le développement du bien, la promotion du bien-être chez les enfants. Alors, si tu retournes en arrière, Jenny, parce que je pense qu'on a sauté une coupe d'affaires. Ouais, désolée, ma souris a fait un. Bon, c'est correct. La souris, peux-tu faire à la prochaine diapo? On a parlé de la mise en œuvre du pilote. Puis les plus grandes réussites, c'est que c'est un bon moyen d'amorcer des discussions avec les familles de façon naturelle, OK? Sans qu'ils deviennent, ils se sentent menacés ou ils se sentent qu'on se mêle pas de leurs oignons, qu'on se mêle de leurs oignons, etc. C'est une façon très naturelle d'amorcer des discussions tout autour de ce que c'est le développement socio-émotionnel des enfants. Mais un des bénéfices qu'on ne s'attendait pas, c'est que ça suscite aussi des prises de conscience chez le personnel éducateur, surtout au niveau de rappel des facteurs protecteurs et des facteurs de risque. Puis un des facteurs protecteurs principaux en petite enfance, c'est justement avoir des programmes en service de garde de qualité. Donc, c'est un petit rappel ils font une différence, ils peuvent faire une différence. Alors ça, c'est les plus grandes réussites selon le personnel éducateur, mais qu'est-ce que les parents ont dit? Grâce à la séance de jeu, 2/3 des parents disent en connaître davantage. Il y en a 8 sur 10 qui savent comment, ils ont appris des façons d'encourager le développement sain de leur enfant. Puis si j'utilise le mot développement sain ou développement socio-émotionnel de façon interchangeable, parce qu'en petite enfance, c'est vraiment le développement socio-émotionnel qui conduit à un développement sain, au bien-être à court, moyen et long terme. Puis 9 parents sur 10 souhaitent obtenir plus de ressources à ce sujet-là. C'est quelque chose qui les intéresse. Alors, on rejoint un besoin dans la communauté et en même temps, on aide à outiller les éducateurs, le personnel éducateur, à accompagner les parents. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on retire de ces deux petits projets-là? Puis c'est pas différent des autres, là. Je vous ai donné 2 exemples aujourd'hui. C'est que les jeux sérieux provoquent la réflexion du personnel éducateur sur leur santé mentale positive et celle des enfants, sur les actions, les interventions, l'environnement qu'ils peuvent mettre en place pour promouvoir le bien-être chez les enfants. Les jeux sérieux sont aussi un moyen qui est naturel, qui n'est pas forcé pour que le personnel éducateur ait des conversations justement avec les parents sur les facteurs qui favorisent le développement socio-émotif de leurs enfants. OK? Alors ça, c'est 2 grandes conclusions. OK? Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que est-ce qu'il y a toujours un besoin d'accompagner les parents? Ah, pardon, c'est moi qui s'ai trompée ici. Donc, le personnel éducateur, je pense en grande conclusion, est bien placé pour promouvoir le développement sain des jeunes enfants et accompagner leur famille. Mais il y a aussi besoin d'outils pour joindre et engager les familles dans le développement sain de leurs enfants. Puis Petit cerveau deviendra grand. Des Brain Architecture Game est un bon moyen. OK? Mais y a-tu, puis là je reviens à ma question de base, y a-tu toujours un besoin d'accompagner les parents ou de les appuyer dans le développement socio-émotif de leurs enfants? Et la réponse est oui. Si on va à la prochaine acétate, les parents ont toujours besoin d'appui. Je regrette, je n'ai pas pu trouver des données pour l'année 2022,
Mais la Commission de la santé mentale du Canada a fait une étude qu'elle a publiée en septembre 2021, dans laquelle, encore une fois, 2 tiers des parents sont très ou extrêmement préoccupés par la gestion du comportement, de l'anxiété, des émotions et du stress de leurs enfants. On est en plein cœur de la pandémie. Ce que j'ai lu, des anecdotes en ligne sur Internet, si quelqu'un connaît une étude, j'aimerais bien que vous la partagez avec nous. Je pense que le besoin existe encore, c'est pas disparu. 40% des parents en Ontario, c'est beaucoup ça. C'est pas juste les francophones, mais on peut dire que il y en a beaucoup chez les francophones aussi, font état de problèmes comportementaux, émotionnels chez leurs enfants. Si on se fie dernièrement à la télévision, il y a l'association des enseignants du Québec. Je pense que c'est voyons, en tout cas, il aura sorti qu'il y avait encore beaucoup de problèmes dans les écoles, sinon plus de problèmes de comportement émotif chez les jeunes enfants dans les écoles. Mais ce qu'on retient aussi, cette étude-là de la Commission de la santé mentale du Canada, ce qu'on retient aussi, c'est que les pédiatres disent que les services de santé mentale ne sont pas utilisés pour gérer des problèmes de comportement croissant chez les jeunes enfants. Puis ce qu'on sait aussi, c'est petit, quand tu es jeune, si tu interviens jeune, tu évites des plus gros problèmes tantôt. Alors, c'est important d'intervenir maintenant. Et le personnel éducateur est bien placé pour faire ce genre de travail-là. Voilà. Alors, et après tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Jenny, à ton tour. Je suis allée trop vite. Donc, comme prochaines étapes, comme le dit Louise, le jeu sérieux a été démontré comme un outil efficace pour appuyer le personnel éducateur à appuyer les familles. Donc, la FCO est à conceptualiser, à imaginer d'autres jeux qui pourraient appuyer le personnel parce que le besoin d'outils est criant. Donc, que ce soit d'autres jeux de table ou aussi une série de livres qui parlent d'enjeux de santé mentale, que ce soit l'autorégulation ou des astuces de promotion de la santé mentale, donc des livres que les parents pourraient utiliser avec des pistes de réflexion à avoir avec leurs enfants ou des approches. Donc, on est en train de réfléchir à quelles sont les suites, parce que le jeu du cerveau est un outil parmi tant d'autres, mais si on veut que ça fasse partie de nos approches, d'avoir souvent ce genre de discussion-là avec les parents, on en prend d'autres pour répondre à divers besoins. Je vais changer. Donc, Petit cerveau deviendra grand continue. Donc, jusqu'en avril, depuis avril, Louise nous a parlé du pilote qui était de janvier à mars. Donc, d'avril à aujourd'hui, nous sommes encore en train de faciliter des séances de jeu. Cet automne, il y a une cohorte qui est en cours avec plusieurs groupes, mais jusqu'à maintenant, 22 membres du personnel ont participé, ainsi que 38 familles, réparties dans des centres ONIVA et les centres éducatifs. Et plusieurs séances sont à venir là, dans le prochain mois et aussi en janvier. Donc, des groupes sont déjà inscrits à suivre cet accompagnement-là avec nous. Les opportunités, les enjeux, parce que ça serait faux de dire que tout se passe super bien, on sort un jeu, puis on n'a pas d'embûche quand on le pilote ou quand on essaie de l'offrir sur le terrain. Donc, le personnel éducateur demande d'être outillé. Ça, c'est une des opportunités qu'on voit de continuer notre travail. Il y a un des grands défis, c'est la pénurie du personnel et l'épuisement qui rend difficile l'organisation et l'offre des séances de jeu. Puis, donc, nous, à la FCO, on a décidé de réfléchir à des solutions à cet enjeu-là, puis ce serait d'offrir des séances de jeu directement aux familles aussi via notre personnel éducateur. Parce que dans les centres, on y va, peut-être que c'est plus une habitude de discuter de famille, de certains enjeux du développemental qu'on observe, mais le personnel éducateur a besoin d'être outillé davantage. Donc, pour enlever cette barrière-là, d'offrir dans certains centres directement et d'avoir l'accompagnement qui suit pour voir comment ils pourraient réinvestir ce qu'ils ont vu pendant que nous, on facilitait dans les centres. Donc, on essaie de ce format-là hybride où la possibilité est d'aller directement avec eux, les appuyer main sur main pour avoir l'approche d'apprentissage par le jeu avec leur famille. C'est tout ce qui englobait notre partage de connaissances. Maintenant, on a envie de vous entendre, donc je vous pose 2 petites questions aussi. Donc, quels sont les besoins en appui des familles selon vous? Est-ce que c'est encore un besoin d'être outillé au niveau de connaissances et compétences, au niveau de promouvoir des environnements sains chez leurs enfants, d'être outillé puis d'avoir des occasions d'en discuter?
Et aussi, comment joindre ces familles-là et les engager dans le développement sain de leurs enfants. Car on le sait, ils sont très occupés. Donc, quels sont les moyens que vous utilisez ou que vous réfléchissez qui seraient des bons moyens de rejoindre ces familles-là pour qu'on puisse utiliser nos outils avec eux? Donc, je vous cède le micro s'il y a des gens qui veulent partager au niveau de ces deux questions. Oui, Louise? Oui, moi, j'ai participé, puis il y a beaucoup de gens, finalement, on était 4 adultes, mais il y a beaucoup de gens, c'était avec l'école Rosaire, qui étaient supposés d'être là, qui n'étaient pas là. Je pense que le concept était peut-être pas bien expliqué vraiment, puis je pense que si on se souvient, je pars en grand, qu'on faisait des ateliers samedi, on avait la halte garderie, on payait la pizza aux parents. Il faut que ça soit accompagné pour aider les parents. Si on fait une soirée, puis qu'il faut qu'ils trouvent une gardienne, puis qu'il faut qu'ils fassent le souper avant d'aller à la rencontre. Fait que je pense que dans le concept que j'avais, c'est qu'ils ont oublié toute cette partie-là. Puis je pense que si tu veux faire gagner un prix où, tu sais, il y avait un 50 mais on ne savait pas, on est arrivé là-bas, puis on dit, ah, ben, il y a un 50 à gagner. Mais c'est peut-être que ça leur a incité les familles qui en ont plus de besoins, etc. Fait que je pense que c'est peut-être la promotion, parce que l'activité était super intéressante, mais moi, je suis allée parce que je suis une maniaque, puis ma fille m'a tiré là comme, tu sais, pour une petite soirée mère-fille, mais elle avait son gardien. Fait que c'est juste ça. C'est peut-être juste de donner tous les outils pour qu'on amène nos familles là à participer. C'est mon commentaire. Merci, Louise. Puis en effet, dans les centres, quand on va aller directement appuyer, c'est ce qu'on a réfléchi à comment les attirer. Pas nous, notre intention, c'est de passer des connaissances, mais ça prend un petit bonbon pour les attirer. Donc, repas et conditions gagnantes, là, en effet. Oui, Myriam? Oui, merci. Je travaille pour la CNTS, puis dans nos groupes, en fait, je fais du pouce sur ce que Mme Louise vient de mentionner. Parce que dans nos groupes, quand il y a des activités qui se passent à l'heure, par exemple, les parents sont disponibles, donc les week-ends, les soirées, il faut absolument avoir une halte garderie. C'est un must, là, parce que sinon, les parents ne pourront pas nécessairement faire garder les enfants. Merci, Myriam. Je Oui, en voulais juste effet. confirmer. On sous-estime souvent le nombre de familles qui n'ont pas le réseau entourant pour pouvoir s'occuper des enfants pendant le temps qu'ils viennent profiter avec Oui. nous. Oui, puis encore une fois, Louise, merci de me rappeler le PPGE, Projet pilote de garde d'enfants. C'était toute une belle expérience. Mais effectivement, on s'était fait dire en partant que le moment le plus propice, c'est tout de suite après l'école ou après le service de garde, la journée de travail. Et puis, c'est le moment où les enfants ont faim. Ça fait bien l'affaire aux parents d'avoir la pizza qui est déjà là, l'halte garderie. C'est comme un moment, puis ça leur enlève ce souci-là de nourrir les enfants, puis de se nourrir eux-mêmes. Puis là, ben, si on leur fournit une halte garderie, surtout pour les parents qui ont moins de ressources sociales d'appui, ça leur donne l'opportunité de participer à des trucs comme ça. Oui, c'est des situations gagnantes, mais c'est très coûteux. C'est coûteux. Je relancerai la question peut-être en vous demandant ce que vous pensez pour ceux de l'apprentissage par le jeu chez nos familles. Est-ce que c'est un bon moyen? Si nous, on est à conceptualiser d'autres outils, pensez-vous que c'est des bons outils, des bons moyens d'amener naturellement des sujets dans une ambiance plus sécuritaire, peut-être, là? Qu'est-ce que vous pensez de l'approche, peut-être, qu'on a pris pour appuyer? Je trouve pas la main. Oui, j'ai vu, c'est ça que tu avais enlevé ton micro, Myriam, tu peux y aller. Oui, c'est une super belle approche. Je pense que c'est une approche qui est favorable pour plein de gens, là, pour les adultes, pour les enfants. C'est démocratique, on se sent pas. Je pense que l'apprentissage par le jeu, quand les questions sont des fois sensibles, ça passe beaucoup mieux. Là, on ne se sent pas visé, on est plus ouvert à parler, plus ouvert à communiquer parce que ce n'est pas dirigé vers soi.
on partage, on collabore. C'est une super belle approche. Je pense qu'il faut continuer à miser là-dessus. Merci, Myriam. En effet, ça fait ses preuves, puisque le personnel dit dans les centres où on va à l'externe, c'est des fois, ils s'attendaient à une formule formation sur le cerveau de 3 heures, puis qu'on reparte, mais ils sont surpris. Mais moi, je leur ai posé la question, est-ce que vous auriez préféré que c'est comme ça qu'on arrive avec un PowerPoint de 3 heures en vous expliquant les synapses? Mais non, ils ont vraiment aimé l'approche. Maintenant qu'on le connaît puis qu'on l'a vécu, on ne retournerait pas à l'arrière, mais c'est pas habituel. Fait que des fois, ça demande aussi cette adaptation-là d'apprentissage par le jeu, qui est une nouvelle pratique. Oui, Sabine, je ne sais pas Oui. lequel tu voulais dire. Merci. Voilà, non, c'est ça. Je voulais juste rajouter à ce qui a été dit. Je me dis que comme il y a eu déjà des activités qui se sont passées, peut-être on peut inviter ces personnes, des parents à suivre ou à partager avec eux sur une plateforme ce qui s'est passé pour que ça les attire encore plus, c'est-à-dire ça les motive encore, qu'ils voient ça aussi de manière concrète, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans les premiers instants. Ça peut aussi les encourager. Oui, c'est une bonne suggestion, recueillir les témoignages. C'est sûr que le sondage, mais c'est jamais comme une vidéo, ça fera plus. Il y en a qui veulent partager leur expérience ou s'enregistrer ou nous aider à améliorer le concept. Là, je vois plus. Ah, Louise, t'as dit quelque chose tantôt, puis ça a piqué ma curiosité. T'as dit peut-être qu'on s'est pas pris aussi bien pour lancer l'invitation. Puis j'aimerais en connaître plus pour ça, parce que oui, si on lance pas l'invitation d'une façon euh, que ça va attirer les gens, ben c'est sûr qu'on va rater le bateau. Donc, peux-tu en parler un petit peu plus de ça? Oui, ben moi, c'est ça. C'est ma fille est enseignante dans l'école où elle est à la garderie, puis elle dit, oh, viens pour une activité avec Charlotte, ma petite fille. Fait que je dis, ah, ben parfait, ça va être sur la midi le titre. Je suis parfait. Fait qu'elle inscrit sur le papier Charlotte, l'éducatrice, elle dit, non, non, elle dit, c'est pas Charlotte. Là, j'ai fait, elle puis moi, on a fait comme, ah, OK. Tu sais, c'était comme, fait que d'emblée, on savait pas ça. Nous, moi, je m'en allais, tu sais, le cerveau de la petite, faut qu'elle soit là. Fait que, tu sais, ce concept-là de nous, les adultes, on va apprendre, mais ça n'incluait pas la Charlotte de la garderie. Fait que ce concept-là, on l'a compris par après. Fait que ça, c'était un des concepts. Puis c'est ça, c'est l'affaire du prix je sais pas, qu'il y avait une carte cadeau ou quoi que ce soit. Moi, ça m'est égal, mais je me disais, ah, peut-être que je pensais, tu sais, les gens qui ont moins de revenus, tout ça, ça aurait peut-être, ah, ben, je vais y aller. Puis ceux qui sont à faible revenu, ça leur aurait peut-être aidé. Fait que je sais pas d'expliquer vraiment le concept de venez vous amuser entre adultes, puis tu sais, ça va être un jeu de société. Moi, j'avais pas tout ça, là. Il y avait la petite explication là, qu'elle m'a pris en photo là, qui était comme très simple. Fait que peut-être plus, elle n'a pas posé les questions, je vais dire. Elle aurait pu. C'est peut-être juste ça ici. Je sais pas. Peut-être un petit vidéo ou je sais pas de quelle façon pour ça. C'était juste ça. Nos attentes n'étaient pas là, mais finalement, c'était le fun d'être là. Mais je veux dire, c'était pas ce qu'on s'attendait du tout, du tout, du tout. OK, merci. Merci, Louise. Super, mais je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, donc j'aimerais juste avant qu'on se quitte vous informer que ceci était le premier événement des webinaires. Donc, il y en aura un prochain le 30, excusez-moi avant, le 30 novembre, qui va porter sur l'approche design. Donc, comment on fait, on prend en considération nos clients, et les gens qui collaborent avec nous en considération dans l'équation pour bâtir nos projets, trouver des solutions aux enjeux. Et le 14 décembre sur l'approche intersectorielle, donc pour le projet Cultivons l'avenir, qui est un projet de santé mentale toujours, et où on essaie de bâtir un réseau avec des intervenants de plusieurs milieux pour trouver des solutions ensemble. Donc le 30 novembre, 12h05 toujours, vous laissez le temps de faire votre petit sandwich, puis le 14 décembre également. Donc c'est un rendez-vous pour ceux qui veulent se joindre à nous. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Puis dans votre map, vous allez avoir le rapport du projet, si ça vous intéresse, et aussi l'infographie. Donc, des fois, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est présent dans votre map.
Donc, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci. Bye. Au revoir.